Quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez jouer pour gagner de l'argent avec votre investissement locatif? Salut à tous, c'est Julien. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais donc partager avec vous 8 leviers, 8 points d'action sur lesquels pour moi vous pouvez influencer aux différentes étapes en fait de votre investissement immobilier locatif pour gagner de l'argent. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, eh bien restez avec moi, on en parle tout de suite après le générique. Alors bien évidemment, si vous regardez une vidéo sur l'investissement immobilier, c'est que j'imagine que ça vous intéresse et j'imagine que si ça vous intéresse, c'est parce que vous avez envie de gagner de l'argent. Si ce n'est pas le cas, il va falloir qu'on discute sérieusement. Donc, il y a quelque chose qui est très important quand on réalise un investissement immobilier, eh bien, c'est d'être en capacité de maîtriser chacune des étapes de cet investissement, de ce projet, pour que à l'arrivée, en fait, votre projet, il vous rapporte de l'argent, plutôt qu'il vous en fasse perdre. Ça, c'est quand même le point principal. Et donc, au fur et à mesure que j'échange avec certains d'entre vous ou avec des clients au sujet de l'investissement immobilier, eh bien, je me rends compte qu'on a tous une vision un petit peu différente et partielle des leviers sur lesquels on peut gagner de l'argent. Alors, bien évidemment, on pense tout de suite au prix d'achat ou bien on pense tout de suite au mode d'exploitation, qui sont les deux leviers principaux, vous allez le voir. Mais en réalité, il y a d'autres leviers qui sont peut-être un peu moins connus, même s'il n'y a rien de secret dans ce que je vais vous dire, mais ça me semblait quand même important de faire un rappel des différentes étapes, des différents points de la durée d'un investissement, de la vie d'un investissement sur lesquels vous allez pouvoir gagner de l'argent. Donc le premier point sur lequel vous allez pouvoir gagner de l'argent, j'en ai parlé à l'instant et vous le connaissez, c'est bien évidemment le prix d'achat. Ça c'est le plus important, on dit souvent en immobilier que c'est à l'achat qu'on gagne de l'argent et plus difficilement à la revente, et c'est une réalité. Pourquoi c'est une réalité? Simplement parce que quand vous achetez à un instant T, vous connaissez le prix du marché, vous savez si vous avez bien étudié votre domaine, si vous avez bien étudié le quartier dans lequel vous voulez investir, donc si vous êtes devenu un véritable expert de votre marché, vous savez combien, à quelques centaines d'euros près, à quelques milliers d'euros près, mais combien vaut le bien immobilier que vous êtes en train de visiter et que vous vous apprêtez à acheter. Donc, vous savez si le vendeur en face de vous, il en demande trop cher, son juste prix, ou si au contraire, il en demande bien en dessous du prix de sa valeur. Et bien évidemment, un bon achat immobilier, c'est un gain immédiat, parce que si vous réussissez à négocier 15 ou 20% de baisse sur votre prix d'achat, ou bien à acheter 15 ou 20% en dessous du prix du marché, parce qu'il arrive qu'il y ait des vendeurs qui soient pressés de vendre et que le bien soit déjà à un prix qui est en dessous de sa valeur réelle sur le marché, eh bien c'est un gain immédiat. Vous allez avoir une plus-value latente, ce qui veut dire que quand vous allez signer chez le notaire, eh bien à la limite vous pourriez revendre dans la foulée et vous gagneriez quand même de l'argent. À l'inverse, c'est quand même beaucoup plus dur de gagner de l'argent à la revente pour deux raisons. Premièrement, vous ne savez pas comment va évoluer le marché, c'est-à-dire que vous ne savez pas déjà si vous allez revendre dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 50 ans ou jamais. Voilà, on ne sait pas. Mais ce qui est encore plus important surtout, c'est que vous ne savez pas à combien ça va se revendre au moment où vous déciderez de le revendre. C'est-à-dire que le marché immobilier, même si l'IMO a une tendance sur du long terme à être en croissance, à évoluer, il y a quand même, comme tout produit d'investissement, des cycles et des phases de crise, donc de dépression, dans lesquelles les marchés diminuent. Et bien, si vous vous retrouvez à devoir vendre à ce moment-là et que vous avez acheté votre bien trop cher, je peux vous assurer que vous allez perdre de l'argent. Le deuxième point, c'est qu'il est tout simplement, on va pas dire impossible, parce qu'impossible n'est pas français, mais il est très compliqué de revendre un bien immobilier à un prix qui est largement supérieur au prix du marché. À la rigueur, si vous avez un bien qui est de très bonne qualité, qui a une forte demande, que vous êtes bien placé, que vous avez fait une belle rénovation, que vous arrivez à créer le coup de cœur, vous allez peut-être réussir à leur vendre 5 à 10% au-dessus du prix du marché, mais ça me semble quand même extrêmement compliqué de réussir à revendre 20 ou 30% au-dessus du prix du marché, là où c'est quand même pas impossible d'acheter à 20 ou 30% en dessous du prix du marché. Donc ça, c'était le premier point, et la cerise sur le gâteau, c'est que si vous achetez moins cher, eh bien vous allez avoir des frais de notaire qui vont être moins importants, puisque une partie des frais de notaire est corrélée en fait sur le prix de l'acquisition. Donc si vous négociez un prix à la baisse, eh bien évidemment vous allez avoir des frais de notaire réduits. Et cerise sur le gâteau, si en plus vous achetez un bien qui est déjà meublé et que vous arrivez à faire sortir les meubles le prix des meubles, la valeur des meubles de la valeur du bien immobilier, et normalement c'est ce qui se fait, les notaires le font, eh bien sachez que vous ne payez des frais de notaire que sur le bien immobilier en lui-même, il n'y a pas de frais de notaire sur les meubles, donc vous regagnez encore un petit peu. Alors ça va pas changer bien loin, ça va être quelques centaines d'euros, mais vous allez regagner encore un petit peu sur ce point-là. Le deuxième point sur lequel vous allez pouvoir gagner de l'argent, eh bien c'est quand vous allez aller à la banque pour négocier un financement. Alors bien évidemment, la première chose, le premier levier auquel on pense, eh bien c'est le taux d'intérêt. Ça, quasiment tout le monde a ce mot pendu aux lèvres, c'est le taux d'intérêt. Je veux négocier le meilleur taux d'intérêt. Alors bien évidemment, vous pouvez négocier le taux d'intérêt, vous allez gagner un petit peu d'argent, mais pour moi, c'est vraiment pas le point le plus important à négocier quand vous êtes à la banque.
Simplement parce que, les taux d'intérêt sont tellement bas au moment où je tourne cette vidéo que franchement la différence de coût va pas être énorme. Et deuxièmement, pour moi, il y a des choses qui, en tant qu'investisseur, attention, je parle là d'investisseur, hein, pas d'achat de résidence principale, mais des choses qui sont beaucoup plus intéressantes à négocier. Donc au-delà du taux d'intérêt, vous allez pouvoir négocier l'assurance de prêt, c'est-à-dire que vous allez pouvoir négocier le taux de l'assurance ou bien le fait de déléguer cette assurance à un organisme extérieur et généralement vous allez avoir des conditions qui sont bien meilleures, vous allez pouvoir gagner quelques milliers d'euros sur la durée de votre prêt. Vous allez également pouvoir négocier des contreparties avec votre banque, c'est-à-dire que peut-être que pour peser dans la négociation, vous allez dire à votre banquier que vous allez prendre l'assurance du logement, l'assurance de la voiture, que vous allez prendre un moyen de paiement, que vous allez ouvrir peut-être un produit d'épargne chez lui, et peut-être qu'en regroupant tout ça chez lui, vous allez avoir des meilleures conditions sur votre prêt immobilier à proprement parler, mais peut-être également vous allez vous rendre compte que finalement ça vous coûte moins cher de prendre des assurances à la banque que de les prendre chez votre assureur habituel. Donc ça c'est encore un point sur lequel vous allez pouvoir gagner de l'argent. Et puis le point qui à mon sens, je vous le disais il y a quelques instants, est encore plus important que le taux du crédit, c'est tous les avantages, toutes les contreparties, les choses annexes au prêt immobilier. Je pense en fait aux différés de remboursement, je pense au report de prêt pendant la durée du crédit, je pense au remboursement anticipé sans payer de pénalité par exemple. Ça ce sont des éléments qui sont extrêmement intéressants quand on est investisseur et qui vont pas faire gagner de l'argent directement, mais qui vont nous faire indirectement à un moment donné dans la vie de notre investissement, nous faire gagner de l'argent. Le troisième point, ce sont les travaux. Alors les travaux, je sais que c'est la bête noire pour beaucoup d'entre vous, ça fait toujours peur les travaux, pourtant c'est un passage très important parce que déjà en achetant un bien avec travaux, généralement vous allez réaliser une très bonne affaire, vous allez acheter un bien qui est bien en dessous de sa valeur sur le marché. En plus, vous allez revaloriser ce bien avec une rénovation qui va être au goût du jour. Mais les travaux, bien évidemment, vous pouvez avoir des écarts de prix qui vont varier de 30 à 50% en fonction des artisans qui vont faire la rénovation. Alors bien évidemment aussi en fonction du lieu où vous vous trouvez, parce qu'il est bien logique que les travaux, ça ne coûte pas la même chose à Paris que dans le fin fond de la campagne. Hein. Le coût de la main-d'œuvre n'est pas le même, le coût des matériaux va varier un petit peu également. Donc attention, il faut comparer ce qui est comparable. C'est pour ça que je vous encourage à faire plusieurs devis, à niveau de prestation équivalent, bien évidemment. Et vous allez voir que vous allez avoir des surprises de 30 à 50%. Le choix des matériaux, le choix du type de rénovation, de la qualité de rénovation que vous allez faire vont aussi influencer sur le coût de vos travaux. Alors vous pouvez user un petit peu en allant voir les magasins de bricolage qui souvent proposent des fins de série sur du carrelage, sur des cuisines, sur des choses dont ils ont besoin de se séparer rapidement, de les stocker. On peut réaliser des économies très intéressantes là-dessus et il faut toujours être à l'affût de ce genre de bonnes affaires. Le quatrième point, c'est au niveau de l'ameublement. Alors ça ne concerne que les personnes qui veulent faire de la location meublée, mais l'ameublement c'est un poste non négligeable. À titre d'exemple, j'ai récemment équipé un T2 sur ce que j'appelle du moyenne gamme plus, donc on n'est pas sur du haut de gamme, mais on est quand même sur quelque chose de très qualitatif. On pourrait comparer ça entre un 3 et un 4 étoiles en fait pour un hôtel. Pour un T2 de 35 mètres carrés, le coût de l'ameublement, ça a été, en incluant l'électroménager, 6 000 euros. Donc vous voyez que c'est pas négligeable non plus, ça pèse quand même dans l'investissement. Les recommandations que je peux vous faire, en fait, ce sont grosso modo les mêmes que pour les travaux, c'est-à-dire que ça va dépendre du niveau du mobilier que vous allez mettre, ça va dépendre si vous réussissez à acheter en période de solde ou s'il y a des déstockages, des bonnes affaires. C'est pour ça que c'est pareil, si vous avez un petit peu de temps, je vous encourage vivement de fouiller un petit peu, d'être à l'affût des promos, des prospectus, parce que là aussi, vous pouvez réaliser très sincèrement des économies qui sont très intéressantes et vous pouvez faire baisser ce budget de l'ordre de 15 à 20% en faisant attention. Alors je vais vous mettre en garde par contre, que ce soit sur les travaux ou que ce soit sur l'ameublement, je vais citer un de mes profs d'école de commerce, mais je crois que lui-même l'avait piqué avec quelqu'un d'autre. Il répétait souvent le prix s'oublie mais la qualité reste et le pas cher finit toujours par coûter cher. Et en fait, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est que bien évidemment, la fausse bonne idée, c'est d'acheter du premier prix, que ce soit en rénovation, que ce soit en ameublement, en se disant voilà, j'ai réussi par exemple à équiper mon logement pour 4 000 euros, je suis super content. Sauf que c'est du premier prix, c'est de la très mauvaise qualité, donc premièrement, c'est pas agréable à utiliser. Deuxièmement, visuellement, c'est pas très joli. Et troisièmement, généralement, ça ne dure pas longtemps dans le temps. Donc ça veut dire que vous avez économisé peut-être 20% à l'achat, effectivement, mais au bout d'un an, il faut déjà renouveler la moitié du matériel parce que c'est déjà complètement arrivé en fin de vie, ça ne tient plus debout. Et vous allez devoir racheter. Là aussi, vous aviez mis de la qualité un petit peu supérieure, et effectivement, ça vous aurait coûté 20% de plus, mais peut-être que ça aurait duré 3 ou 4 fois plus longtemps. Donc finalement, sur la durée, ça vous aurait coûté moins cher. Donc pensez bien, raisonnez s'il vous plaît quand vous raisonnez travaux et ameublement sur le coût rapporté à la durée d'utilisation. C'est ça qui est véritablement important pour vous en termes de chiffres purs et durs. Et pensez également à la valeur perçue et donc au loyer que vous allez pouvoir demander.
parce que des meubles et de la rénovation de meilleure qualité, ça a une valeur perçue beaucoup plus importante parce que c'est plus agréable tout simplement et donc ça se loue aussi plus cher. Le cinquième levier sur lequel vous pouvez gagner de l'argent, c'est le mode d'exploitation. Alors bien sûr, c'est évident, mais c'est pas une mauvaise chose, je pense, de le rappeler. Il est clair et net que si vous faites de la location vide, donc de la location nue à l'année, eh bien, vous allez avoir une rentabilité qui va être plutôt très faible en général, versus si vous faites de la colocation ou de la location courte durée, là vous allez avoir des rentabilités qui sont beaucoup plus intéressantes, vous allez avoir des cash flows et des niveaux de loyer bien plus intéressants également. Eh bien, il est évident que ce n'est pas comparable avec ce que vous faites ou ce que vous pouvez faire en location nue. Donc ça peut vraiment avoir un impact très important. Je vous le rappelle parce que je pense que vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un petit moment, mais à titre d'exemple, moi je fais beaucoup de locations saisonnières et locations courte durée et la moyenne constatée, c'est que les loyers sont multipliés entre 3 et 4 par rapport au loyer que je pourrais gagner, toucher si je mettais mes biens en location nue à l'année. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence qui est très importante. Le sixième levier, ce sont les frais de gestion. Alors, si vous décidez de gérer votre investissement vous-même, la question ne se pose pas puisque vous n'aurez pas de frais de gestion. Si vous décidez de déléguer, eh bien, vous allez certainement faire appel à une agence immobilière, donc si vous faites de la location classique, longue durée, ou bien à une conciergerie si vous faites de la location saisonnière ou de la location courte durée, ou bien peut-être à une solution intermédiaire avec des tiers qui sont en train d'émerger un petit peu partout, c'est-à-dire des plateformes en ligne qui vont vous aider à gérer, donc ça va se situer entre la délégation totale et le zéro délégation, votre annonce. Je pense à des plateformes comme Studapart par exemple pour la location meublée étudiante. Donc, mais grosso modo, ça va quand même, on va parler ici de délégation, donc on va dire que vous confiez votre bien à un tiers, ça va vous coûter un petit peu d'argent. Et là aussi, vous pouvez gagner parce que si je prends l'exemple d'une agence traditionnelle, eh bien, les frais de gestion classiques, ça varie entre 5 et 8% à peu près, à prestation équivalente. Donc vous voyez qu'à 3 points d'écart, eh bien, ça peut déjà faire une différence sur le loyer net qui va vous rester à la fin du mois. Idem pour les conciergeries dans le cadre d'une location courte durée ou location saisonnière. Une conciergerie avec une délégation totale, ça vous coûte à peu près 20% de vos loyers. Donc ce qui est important, mais comme on a des loyers 3 à 4 fois plus importants en courte durée qu'en location classique, finalement le net restant dans votre poche est quand même bien plus important malgré le coût de délégation. Mais vous avez aussi des conciergeries qui vont vous prendre jusqu'à 30% de frais de gestion et je vous parle même pas des agences traditionnelles qui peuvent monter jusqu'à 35%, en plus généralement de ne pas connaître du tout le métier de gestion en location courte durée parce que c'est quelque chose de complètement différent. Le septième point sur lequel vous allez pouvoir gagner de l'argent en immobilier, et celui-ci est très important, il est d'autant plus important qu'il est souvent méconnu, pas anticipé, enfin en fait on n'y pense pas. Et ce point, c'est la fiscalité. La fiscalité est extrêmement importante. Un même investissement avec le même profil d'investisseur, eh bien il peut vous coûter 0 € d'impôt tous les ans ou il peut vous coûter plusieurs milliers d'euros d'impôt tous les ans. Et ça, c'est simplement une question de choix fiscal, d'anticipation en amont, du statut que vous allez adopter et du mode d'exploitation que vous allez pratiquer. Donc je ne vais pas revenir sur le sujet parce que je l'ai déjà traité plusieurs fois en vidéo. D'ailleurs, si vous voulez savoir quelles sont les solutions pour ne pas payer d'impôts en immobilier locatif, eh bien vous cliquez sur le petit i qui s'affiche à l'écran et comme ça vous allez atterrir directement sur la vidéo dans laquelle j'avais traité le sujet. Mais retenez, voilà, si vous devez retenir qu'une chose de ce septième point, c'est anticiper la fiscalité, comprenez ce que vous faites et vous allez voir que là encore vous allez pouvoir économiser des milliers d'euros. Et là je vous parle de chaque année, on ne parle pas de les économiser une fois, mais si vous gardez votre investissement 15 ans, eh bien pendant 15 ans vous allez pouvoir économiser plusieurs milliers d'euros en impôts. Et enfin le huitième et dernier point sur lequel vous allez pouvoir gagner de l'argent, et bien ça c'est à la fin de votre investissement, c'est au moment de la revente. Alors peut-être que si vous n'avez pas encore investi, ça vous paraît bien loin ce que je vais vous dire, mais peut-être que si vous avez déjà investi et que vous êtes sur le point de revendre, vous vous posez la question. Il faut savoir qu'à la revente, les plus-values immobilières sont taxées. À l'exception de certains cas. Et ces cas, moi j'en ai recensé 4. Le premier qui est le plus connu, c'est la revente de la résidence principale. Donc la revente de la résidence principale reste une des dernières niches fiscales immobilières en France puisqu'elle n'est absolument pas taxée. Ça veut dire que si demain vous revendez votre résidence principale et que vous faites une plus-value de 200 000 €, vous payez 0 € d'impôt sur cette plus-value. Deuxième cas de figure un petit peu plus complexe mais très intéressant aussi, c'est quand vous revendez une résidence secondaire ou un investissement locatif pour la première fois de votre vie. Donc schématiquement, vous avez acheté un investissement locatif, vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale et vous n'avez pas été propriétaire de votre résidence principale depuis au moins 4 ans, eh bien si vous vendez votre investissement locatif pour la première fois, ou votre résidence secondaire, ça fonctionne aussi, et que vous vous engagez
dans les 2 ans qui vont suivre la vente à racheter une résidence principale avec l'argent que vous allez toucher, eh bien vous pouvez être exonéré d'impôts sur les plus-values. Donc ça, c'est moins connu, mais ça fonctionne très bien. Et c'est aussi une magnifique niche fiscale parce qu'imaginons que vous avez réalisé un premier investissement sur lequel vous l'avez depuis quelques années, le bien a pris de la valeur, vous pouvez dégager une plus-value, eh bien vous pouvez tout à fait le revendre, dire à votre notaire, écoutez, moi je compte acheter ma résidence principale avec l'argent de cette vente d'ici 2 ans, donc ne reversez pas l'impôt sur la plus-value à l'administration fiscale. Alors bien évidemment, il faut que vous le fassiez réellement. De toute façon, si au bout de 2 ans vous ne l'avez pas fait, eh bien vous devrez reverser l'impôt sur la plus-value à ce moment-là. La troisième façon de ne pas payer d'impôt ou bien de payer moins d'impôt sur la plus-value, eh bien c'est l'abattement pour durée de détention. Alors ça change régulièrement, donc si vous voulez, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Vous aurez le tableau qui vous donne, en fonction de la durée de détention de votre bien immobilier, eh bien le pourcentage d'abattement que vous avez à la fois sur la plus-value en elle-même et puis sur les prélèvements sociaux. Voilà, mais il faut savoir que plus vous allez garder votre bien immobilier longtemps, d'une façon générale, eh bien moins vous allez payer d'impôt sur la plus-value le jour où vous allez revendre. Et enfin, la dernière façon d'éviter l'impôt sur la plus-value, ça c'est plus quand vous investissez en SCI à l'IS. Il existe une technique qui consiste à qui vous permet en tout cas d'être exonéré d'impôt sur la plus-value. Et si le sujet vous intéresse, j'avais fait une vidéo que je vous remets là, avec Luc Tillier il y a quelques temps de ça, et dans lequel on avait vraiment abordé et expliqué comment vous pouvez être exonéré d'impôt sur la plus-value en SCI à l'IS. Donc si je récapitule maintenant les 8 leviers qu'on vient de voir, vous avez tout d'abord le prix d'achat sur lequel vous pouvez gagner de l'argent. Ensuite, vous avez le prêt immobilier, vous avez les travaux, vous avez l'ameublement, vous avez le mode d'exploitation, vous avez les frais de gestion, vous avez la fiscalité et vous avez la revente, la maîtrise de la plus-value à la revente. Alors vous avez peut-être l'impression que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, et je suis d'accord, d'ailleurs vous pouvez revenir voir la vidéo et puis reprendre des notes tranquillement. Et bien souvent le problème c'est que quand on analyse un investissement, on a toujours peur d'oublier quelque chose, on a toujours peur de ne pas avoir anticipé un bien, même quand on a tout bien fait comme il faut, on a toujours le doute. Et bien si c'est votre cas, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller voir, de jeter un coup d'œil en cliquant sur le petit i, et bien d'aller voir mon outil qui s'appelle le détecteur de bonnes affaires, qui est finalement un outil sous format de tableur type Excel que j'ai créé et qui finalement fait tout ce boulot pour vous. Vous avez juste à renseigner les données chiffrées de votre projet, à renseigner votre profil et ça vous calcule tout. Ça vous dit si c'est une bonne affaire, ça vous dit si vous allez payer des impôts en fonction de votre choix fiscal, combien d'impôts, pendant combien de temps, ça vous dit à combien vous devez l'acheter, quel est le montant des travaux, ça vous dit, ça vous donne le cash flow net en fonction des charges, en fonction du mode d'exploitation, enfin vous avez absolument tout. Allez voir la vidéo, allez voir la page, vous allez voir, de toute façon il y a une démo de l'outil, vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi il sert. Et l'énorme avantage c'est que ça nécessite pas d'abonnement, donc vous avez juste à le télécharger et vous pouvez ensuite l'emmener sur votre smartphone, sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Et pendant que vous êtes en visite ou juste après une visite ou juste avant, peu importe, mais vous pouvez rentrer les données et comme ça vous savez immédiatement si vous devez acheter, oui, non, à quel prix ou s'il faut fuir. Et croyez-moi, ça vous évitera d'oublier quelque chose et de faire beaucoup d'erreurs. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas et à cliquer sur le bouton s'abonner juste ici, si je dis pas de bêtises, pour être informé dès que je publierai une prochaine vidéo sur l'investissement immobilier. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité à la chaîne YouTube et au blog et je vous dis à très vite. Salut!